Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un personnage absolument fascinant. Imaginez, un empereur qui se dit descendant du roi Salomon, une icône de la résistance mondiale et même un dieu vivant pour certains. Et pourtant, son règne s'est terminé de manière tragique. Alors ensemble, décryptons le parcours complexe d'Haïlé Sélassié, le tout dernier souverain d'Éthiopie. La question de départ, elle est simple en apparence. Qui était vraiment Haïlé Sélassié ? Mais vous allez voir, la réponse est un véritable puzzle. Derrière ce nom qui résonne encore aujourd'hui, de l'Afrique jusqu'aux Caraïbes, se cache une histoire bien plus complexe qu'on ne l'imagine. En fait, ce qui est passionnant avec lui, c'est qu'il n'était pas un seul homme, mais plusieurs à la fois. Pour le monde entier, il était ce symbole de la résistance africaine. Chez lui, en Éthiopie, il était vu comme un modernisateur ambitieux. Et pour des millions de Rastafari, il était carrément une incarnation divine. On va explorer ensemble ces différentes facettes. Alors, comme dans toute bonne leçon d'histoire, pour comprendre le personnage, il faut revenir au tout début, à l'enfant qui s'appelait Tafari, et à la stratégie vraiment méticuleuse qui l'a mené jusqu'au trône impérial. D'abord, il faut comprendre que sa légitimité reposait sur quelque chose de presque mythique. Né Tafari Makonnen, il fait partie de la dynastie salomonienne. Imaginez un peu, c'est une lignée de rois qui prétendent descendre directement du roi Salomon et de la reine de Saba. Forcément, ça lui donnait une aura sacrée, quasi divine, qui était juste essentielle pour asseoir son pouvoir. Son parcours vers le pouvoir, ce n'est pas du tout un coup de chance. C'est une véritable masterclass de stratégie politique. Il naît en 1892. Déjà, en 1916, il devient régent, ce qui lui donne un pouvoir immense. Mais le vrai tournant, c'est 1930. Il est couronné empereur. Et là, Tafari Makonnen, l'homme, disparaît pour laisser place à Haïlé Sélassié, un nom qui signifie « puissance de la Trinité », tout un symbole. Une fois sur le trône, son projet est monumental. Il ne veut pas seulement régner, il veut tout transformer. Sa grande vision, c'était de faire entrer l'Éthiopie, ce pays fier de n'avoir jamais été colonisé, dans l'ère moderne. Et pour y arriver, il a lancé 4 chantiers, mais des chantiers titanesques. D'abord, centraliser l'État, pour en finir avec le pouvoir des seigneurs locaux. Ensuite, se doter d'une armée moderne qui lui soit loyale. Puis, construire les fondations de l'avenir, des écoles, des routes, de nouvelles institutions. Et enfin, réformer complètement le système judiciaire. C'était un programme d'une ambition folle pour l'époque. Mais voilà, l'histoire avec un grand H va venir brutalement interrompre ce grand projet de modernisation. Un défi immense se dresse face à lui, un défi qui va le forcer à s'exiler et qui va le transformer paradoxalement en une icône mondiale. On est en 1935, et là, tout s'arrête. L'Italie fasciste de Mussolini envahit l'Éthiopie. C'est une démonstration de force brutale. L'empereur, lui, qui était le symbole même de l'indépendance africaine, est obligé de fuir en exil pour ne pas être capturé. C'est depuis son exil qu'il va prononcer un discours qui va marquer l'histoire, devant la Société des Nations, qui est un peu l'ancêtre de l'ONU. Et il lance cette phrase « C'est nous aujourd'hui, ce sera vous demain ». C'est une mise en garde, presque une prophétie contre la montée du fascisme en Europe. À ce moment précis, il n'est plus seulement l'empereur d'Éthiopie, il devient en quelque sorte la conscience du monde. Après la guerre, l'empereur revient, et il revient en héros. Mais ce retour triomphal, c'est aussi le début du dernier acte de son règne. Un acte fait de gloire sur la scène internationale, mais aussi de crises profondes à l'intérieur, qui vont, petit à petit, le mener à sa chute. Donc, nous sommes en 1941. Grâce à l'aide des Alliés, il retrouve son trône à Addis-Abeba. Il relance immédiatement son grand projet de modernisation, mais cette fois, il a une nouvelle stature, celle d'un leader mondial respecté. L'apogée de son influence arrive en 1963, avec la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et ça, c'est un coup de génie diplomatique. Il réussit à réunir tous les nouveaux leaders du continent africain, qui vient tout juste de s'émanciper, dans sa propre capitale. Il fait de l'Éthiopie le cœur battant du panafricanisme. Le problème, c'est que pendant que l'empereur brille à l'international, son propre empire, lui, commence à se fissurer de l'intérieur. Dans les années 70, le pays est frappé par une crise économique terrible et des famines dévastatrices que le régime va même essayer de cacher. Le grand modernisateur d'hier a l'air soudain complètement déconnecté des souffrances de son peuple. Et tout ça, ça nous amène à l'année de la rupture, 1974. Après plus de 40 ans sur le trône, l'empereur est renversé par un coup d'État militaire. C'est la fin d'une dynastie vieille de plusieurs siècles. C'est la fin d'une époque. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, avec sa chute. Mais en fait, c'est presque là que son héritage commence vraiment. Un héritage double, complexe, presque contradictoire. Regardez, cette dualité est vraiment frappante. D'un côté, on a l'homme d'État,
le modernisateur, le père de l'Afrique moderne, mais aussi l'autocrate vieillissant qui a été renversé. Et de l'autre côté, on a le symbole spirituel, l'icône anticoloniale, qui est devenue, pour les Rastafaris du monde entier, une figure quasi divine, le messie qu'ils attendaient. Alors, au final, héros ou tyran, visionnaire ou despote, la vérité, comme souvent en histoire, elle est quelque part entre les deux. L'histoire d'Haïlé Sélassié, c'est peut-être ça la grande leçon. Elle nous rappelle que les grandes figures historiques sont rarement d'un seul bloc. Elles sont souvent le miroir des espoirs, mais aussi des contradictions de leur époque. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.